Bonjour, je suis Vincent Gérard, je suis le directeur du centre de thérapie brève. J'avais envie de vous présenter en quelques minutes, je ne serai pas extrêmement long, deux concepts dont vous avez sans doute, si en tout cas vous vous intéressez à l'approche systémique et stratégique, aux thérapies familiales plus généralement, des concepts dont vous avez déjà entendu parler, mais dont je constate qu'ils sont souvent assez mal compris. Donc je vais les illustrer, mais surtout vous donner quelques exemples de la vie de tous les jours, c'est souvent plus éclairant que voilà, un simple développement théorique. On y arrivera un petit peu après coup, mais je vais d'abord vous donner des exemples concrets. Donc, le premier concept, ce sont les deux types de changements que l'on rencontre en thérapie brève, thérapie systémique, thérapie stratégique. Il y a plusieurs manières de la nommer, cette approche dont je vous parlerai pour les personnes qui viendront se former au sein du CTB. C'est le changement de type 1 et le changement de type 2. Alors, tout d'abord, un exemple pour commencer dans une famille qu'on pourrait qualifier d'une famille ordinaire, mais qui serait confrontée, cette famille, à des difficultés dans l'éducation de leur enfant, et plus spécifiquement des difficultés par rapport à la scolarité. Donc, imaginons une famille dans laquelle les valeurs de la réussite, de l'étude, du travail, de l'effort sont des valeurs importantes. On peut tout à fait concevoir que si l'enfant ramène de mauvaises notes, il risque d'y avoir ainsi beaucoup de tensions et beaucoup de stratégies que les parents vont enclencher pour essayer de corriger ce manque d'implication chez leur enfant. Et donc ces stratégies vont se trouver dans un premier temps dans un changement que l'on va qualifier de type 1. C'est-à-dire ce seront des tentatives de solution comme essayer de discuter avec lui. Enfin, comment expliques-tu que tu n'aies pas de bons résultats? Comment essayer de le motiver davantage? Est-ce que tu aurais besoin de notre aide? Donc des stratégies qui vont dans un premier temps être dans le registre de la négociation. Quand ces stratégies vont se révéler, dans certains cas en tout cas, inefficaces, je ne dis pas que ça ne fonctionne jamais, bien évidemment, les parents vont probablement commencer, au-delà de l'inquiétude, à ressentir un peu d'irritation. Non mais ce ne sont pas nos valeurs que d'avoir quelqu'un qui ne s'implique pas. Nous travaillons beaucoup, nous sommes des gens courageux. Avoir un fils qui a les doigts de pied en éventail en train de prendre le soleil, ça ne nous correspond pas. Donc après cette tentative de négociation, ils vont passer probablement à un cran supérieur qui pourrait par exemple être des menaces, voire des punitions, voire des sanctions. Et on constate qu'assez souvent, ce genre de changement de type 1 qu'on pourrait donc résumer comme une modification des modalités, des stratégies plutôt, de la manière d'essayer de corriger le problème. Donc différentes stratégies qui vont se révéler inefficaces, qui vont se succéder, mais qui ont souvent un thème commun. On parle du thème des tentatives de solution, qui est souvent résumé sous la forme d'une injonction. Donc que ce soit lui expliquer, tu dois travailler, il est important que tu réussisses, avoir un diplôme est essentiel dans notre société, éventuellement le menacer, le punir, éventuellement même exprimer de la tristesse. Tu te rends compte de l'état dans lequel tu nous mets alors qu'on fournit plein d'efforts pour toi. Toutes ces stratégies s'inscrivent dans ce changement de type 1 où finalement le thème qui chapeaute toutes ces stratégies c'est tu dois étudier, c'est important pour ton futur. Et donc finalement ce sont des changements qui sont des non-changements. Vous voyez un peu dans ce schéma, vous devriez voir la souris, on reste dans coincé un peu dans ce non-changement finalement. Donc on essaie de convaincre, on est en menace, on essaie de culpabiliser, consciemment ou pas. Et toutes ces interventions ne vont pas fonctionner. C'est là que ce changement de type 2 intervient, qui est un changement plus profond, qui va faire en sorte de ne pas modifier simplement les stratégies, mais modifier plus profondément la nature des interactions et des relations. Par exemple, un changement de type 2 dans l'exemple que je viens d'utiliser, enfin, voilà, que je viens d'utiliser pour illustrer ce concept, ce serait de peut-être essayer de donner de l'intérêt à l'enfant. Aller voir certains films, lui expliquer ça au travers peut-être de certains médias qui sont plus accessibles, plus communs pour lui. On peut apprendre beaucoup sur Internet aujourd'hui. On pourrait par exemple aller au musée. Alors je ne dis pas que ce sont des choses simples que de l'arracher de sa console pour l'amener dans un musée, mais des musées très interactifs, des musées immersifs. Et encore une fois, il y a de nouvelles technologies qui peuvent peut-être favoriser un intérêt, favoriser l'émergence d'un intérêt qu'il n'avait pas précédemment. Donc un changement de type 2, ce ne sera pas un changement de stratégie, mais ce sera plutôt un changement de relation. Notre relation doit s'améliorer, notre relation doit se détendre,
peut-être un changement de vision du monde aussi de la part des parents, qui vont peut-être devoir revoir revoir, comment dire, leur manière d'appréhender l'importance de la réussite scolaire, et peut-être se focaliser davantage sur des relations plus qualitatives. Je vais vous donner un autre changement qui, je trouve, peut-être encore plus clair que celui-là. C'est l'histoire d'un couple qui est en désaccord par rapport au positionnement de la maman de Madame, on va les appeler Roméo et Juliette. Voilà, donc la maman de Juliette est une ancienne enseignante retraitée et elle s'implique très peu dans l'éducation de ses petits-enfants. Donc les enfants Juliette. Et donc Roméo, lui, est tout à fait déçu, triste et même un peu en colère de voir cette espèce de d'attitude un peu démissionnaire, en tout cas c'est comme ça qu'il la qualifie, dans le chef de sa belle-mère, et de voir sa femme s'épuiser parce qu'elle est la seule à gérer deux enfants en bas âge. D'autant plus que Roméo avait décidé de s'installer dans la région de Madame, de Juliette, parce qu'il se disait que ses parents allaient peut-être être des personnes ressources. Les parents de Roméo n'étant pas forcément très présents et très disponibles. Et donc, ce couple va être en conflit, et ils vont essayer, en tout cas l'objectif de Roméo, c'est que Juliette reconnaisse que sa maman n'est pas très engagée, est un peu fainéante. Alors que la vision du monde de Juliette est que sa maman est plutôt déprimée, et qu'elle est juste incapable de prendre en charge ses propres enfants. Et donc, ils vont essayer de se convaincre. Et ça, c'est un changement de type 1. Roméo va argumenter, va lui démontrer, par exemple, elle part en vacances 2 fois par an, ta maman. Donc, elle n'est pas déprimée. Les gens déprimés ne partent pas en vacances. En tout cas, ne prennent pas du plaisir durant leurs vacances. Ce à quoi Juliette répondra, mais elle fait ça pour faire plaisir à mon père. Et en fait, elle n'a pas vraiment de plaisir, elle feint le plaisir. Elle fait semblant d'avoir du plaisir pour ne pas attrister mon père qui a beaucoup investi la mise sur pied de ses vacances. Et donc, ce couple va essayer à nouveau, au travers de stratégies qui vont être finalement un peu toutes dans le même registre. euh, Roméo va s'énerver, Roméo va menacer de déménager, va dire que voilà, ce sont des grands-parents très inadéquats. Et donc, comme Juliette n'a pas cette vision du monde, ben, ils vont être dans ce qu'on appelle une escalade symétrique, concept qu'on développera plus tard dans la formation. Donc, ben, ce qui va, à un moment, en tout cas, possiblement assouplir le système, c'est un changement de type 2. Donc, Roméo qui essaye de convaincre, qui menace, qui se fâche, qui montre parfois de la tristesse aussi, donc qui essaye de faire passer ce message, ta maman est démissionnaire, là où Juliette dit non, elle est déprimée, elle est incapable de s'occuper des enfants. Ben, Roméo va devoir bouger de position et changer d'attitude. Donc, c'est la nature profonde des relations entre deux qui va peut-être favoriser l'émergence d'un changement de type 2. Concrètement, ben, lorsque Roméo va dire par exemple à Juliette, écoute, je suis désolé d'avoir dit tout ce que j'ai pu dire, sache qu'en fait, je m'inquiète simplement pour toi. Je te vois épuisé, j'aurais tellement voulu que ta maman soit disponible, et si j'ai critiqué ta maman, c'est juste parce que je suis tellement désolé de constater que tu n'obtiens pas un soutien que je trouverais légitime parce que tu es une femme courageuse et tu travailles beaucoup, moi aussi. On n'est pas trop disponible pour les enfants. Et voilà, sache que j'ai beaucoup d'inquiétude pour toi. Et je voulais aussi dire que j'étais désolé si effectivement, bah, peut-être je n'avais pas vu ce côté épuisé. Ta maman est une ancienne enseignante et peut-être qu'elle a été épuisée par son travail. Donc peut-être qu'elle est juste incapable de s'occuper des enfants. Mais ce qui m'affecte le plus, c'est la fatigue que ça génère pour toi. Si c'est amené avec beaucoup de sincérité et que effectivement Roméo a pu changer sa perception des choses, peut-être que la grand-mère est juste épuisée par son travail d'enseignante et n'a plus l'énergie pour s'occuper de petits-enfants. Peut-être que c'est pas totalement une personne démissionnaire, mais que c'est peut-être pas complètement non plus une personne déprimée. Peut-être qu'elle est un peu entre les deux. Et donc si Roméo s'approprie vraiment ça et modifie les relations qu'il a avec Juliette, c'est un changement de type 2. Et là, dans l'exemple que j'ai bien connu en thérapie, à un moment Juliette dira, quand Roméo dira, écoute, ta maman est peut-être pas capable, désolé de l'avoir accablé autant, mais je reste quand même frustré que tu ne sois pas plus aidé. À un moment, Juliette, puisque Roméo a pu la rejoindre dans sa vision du monde, avec sincérité. C'était pas de la stratégie, c'était d'authenticité. Sa vision du monde a changé grâce à la thérapie. Et Juliette dira, oui, mais enfin, ma mère pourrait quand même s'impliquer un peu plus. Voilà. Donc, quelques
petits exemples pour illustrer un concept qui, en général, est assez compliqué, mais qui, je l'espère, maintenant est plus intelligible pour vous. Voilà, donc je vais aborder rapidement un autre concept qui est aussi évoqué dans ce module Les fondamentaux, qui est la notion de constructivisme. Retenez simplement, pour ne pas compliquer un peu, en tout cas dans cette vidéo trop courte, l'appropriation plutôt de ce concept, que l'idée sous-jacente, c'est que chacun va construire sa réalité d'une façon très singulière, très spécifique, très personnelle. Et il y a un exemple, dans la vie de tous les jours, il y en a des tas, mais j'avais envie de vous donner un peu une illustration historique, une étude de Margaret Mead, donc cette anthropologue, qui a été l'épouse aussi deuxième épouse de Gregory Bateson, qui a étudié les comportements pendant la guerre des soldats américains qui étaient en couple, pour certains d'entre eux, avec des femmes anglaises. Donc ils se sont rencontrés durant ce conflit mondial. Et donc, elle était très étonnée parce que les Américains disaient des Anglaises qu'elles étaient des femmes un peu légères. Alors que les Anglaises, on parle bien de ces couples qui étaient ensemble, ces couples constitués, les Anglaises disaient à contrario que les Américains étaient des personnes un peu cavalières et un peu entreprenantes, et un peu trop rapidement entreprenantes. Donc, elles ne comprenaient pas trop. On dit, si l'homme dit que madame est une fille légère, cette dame ne va pas dire que monsieur est un monsieur un peu trop cavalier. Enfin, elle trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très congruent. Donc, elle a étudié la manière dont ces Américains et ces Anglaises avaient construit leur lien. Et là, elle a découvert quelque chose de très intéressant qui nous reconnecte à ce concept de constructivisme. Chacun conçoit la réalité, se construit une réalité en fonction de ses habitudes, en fonction de son éducation, en fonction de ses expériences de vie, de ses croyances. Voilà, essentiellement. Et donc, elle se dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. Donc, elle a commencé à questionner à la fois les Américains et à la fois les Anglaises. Et on s'est rendu compte que dans la culture américaine, le baiser pouvait arriver très vite. Et donc elle a découpé comme ça la relation amoureuse en différents stades, avec forcément un démarrage, qui celui-là peut être similaire, même identique, dans les deux cultures, anglaise et américaine. C'est peut-être la première fois où on se voit, on se regarde, et il y a un attrait commun, et un sourire échangé par exemple. Donc, jusque-là, pas de problème. La manière de construire l'objectif terminal étant une relation construite, peut-être même une relation sexuelle et une relation amoureuse. Et donc, les premières étapes, en tout cas les deux premières, elle a constaté que c'était assez pareil. Après s'être souri, on va commencer peut-être à discuter, on va envisager de se revoir, et peut-être d'afficher davantage l'attrait qu'on a l'un pour l'autre. Mais assez rapidement, dans la culture américaine, le baiser est assez logique à ce stade. Enfin bon, ce découpage est peut-être pas tout à fait celui de Margaret Mead. Ce qui est important ici, c'est de comprendre l'idée. Mais c'est qu'au troisième stade, pour les Américains, il est assez logique de s'embrasser sur la bouche. Alors que pour les femmes anglaises, ça n'arrive que, il faudrait que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, apparemment, 12 étapes. Ça n'arrive qu'à la 10e étape pour les femmes anglaises. Donc, imaginez que pour l'anglaise, on se rencontre, on se sourit, on va au cinéma, puis on va peut-être manger un petit beau resto, puis peut-être qu'à nouveau, on se revoit, on va faire une activité, quelle qu'elle soit, on commence à rencontrer peut-être des amis de l'un et de l'autre, et qu'il y a comme ça différentes étapes avant d'arriver au baiser. Elle est propulsée de sa deuxième étape, cette femme anglaise, directement à la 10e, si j'ai bien compté. Donc, il y a toutes ces phases dans la construction de la relation qui lui manquent. Donc, il est assez logique que dans sa construction de la réalité, cette femme anglaise va dire, mais ils vont un peu vite en besogne, on se connaît à peine, et ils m'embrassent déjà, alors qu'il y a plein d'étapes qui, moi, me manquent. Par contre, les Américains, pour eux, c'est assez logique. Et donc, ils sont assez surpris que cette femme anglaise montre autant de pudeur lorsqu'après quelques rencontres, ils vont assez rapidement l'embrasser sur la bouche. Et donc, pour l'Américain, c'est normal que ça arrive assez vite. Mais pour lui, il y a plein d'étapes après.
On va justement aller au cinéma, on va rencontrer des amis, on va expérimenter d'autres activités communes. Mais comme pour l'Américain, le baiser, finalement, ben, pour lui, il y a plein d'étapes. La femme anglaise, quand elle s'est fait embrasser, ben, pour elle, l'acte sexuel est plus très loin. Donc, elle va être assez entreprenante dès l'instant où elle aura accepté le baiser. Elle aurait pu le refuser en disant mais c'est beaucoup trop rapide. Mais si elle a accepté le baiser, la femme anglaise, elle se trouve déjà là. Donc la relation intime, elle est beaucoup plus proche pour elle. Et donc elle va être un peu plus entreprenante. Et une relation sexuelle pourrait s'enclencher entre les deux parties. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, entre les deux partenaires, cette relation sexuelle qui arrive comme ça fort vite, pour l'américain, il va considérer que l'anglaise va un peu vite. Bon. Si vous n'avez pas tout compris, rebobinez, réécoutez. Ce qu'il faut retenir, c'est que chacun a une construction dans la vision du monde. Et une construction notamment par rapport au couple. Ben, un couple, la conception du couple peut varier, bien sûr d'une culture à l'autre, ça on le sait, mais aussi d'une personne à l'autre. Et donc, si lorsque monsieur embrasse madame, ben, de son point de vue, il y a plein d'étapes, alors que elle, quand elle vient d'être embrassée, elle veut d'emblée une relation sexuelle, c'est logique que monsieur dise, elles sont un peu rapides en besogne, et qu'elle dise, ils sont un peu rapides en besogne aussi. Et c'est là l'étude des mœurs de Margaret Mead qui nous a montré que ben, quand on comprend le découpage, la construction de comment doit fonctionner un couple, selon les deux cultures, ben, leur point de vue et le décodage qu'ils font de l'attitude de l'autre est simplement logique. Donc, l'implication, c'est que le concept de personnalité qu'on utilise dans d'autres approches ne suffit pas à expliquer des comportements différents. Mais ce qui va permettre de comprendre l'émergence de comportements différents, ben, c'est justement notre construction de la réalité, nos croyances quant à la manière dont ça devrait se dérouler. Est-ce qu'on embrasse très vite ou est-ce que le baiser est quelque chose qui est très intime et arrive très tardivement? Est-ce que si on embrasse très vite, la relation sexuelle est deux étapes juste dans la foulée, il est logique que pour quelqu'un qui n'a pas cette conception du couple, ce soit un peu cavalier. Voilà. Donc j'espère que ces deux concepts sont un peu plus clairs pour vous. Je n'ai évidemment pas ici la possibilité d'accueillir d'éventuelles questions. N'hésitez pas éventuellement à me les poser si des points seraient assez nébuleux, mais je pense avoir été assez clair, notamment au travers de ces exemples. Et si vous souhaitez en savoir beaucoup plus, et surtout savoir comment utiliser dans les relations humaines ce modèle très puissant et très pragmatique, et qui vise à directement essayer de débloquer des situations complexes en un temps court, n'hésitez pas à m'interpeller et à peut-être rejoindre les formations du CTP. Voilà, merci de votre attention, de votre écoute, prenez soin de vous, et qui sait, peut-être, au plaisir de faire votre connaissance.